Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Bambara Maoulé dans la région de Tumboutou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les diplomates appellent à l'union sacrée pour lutter contre le terrorisme. Ils apprécient les progrès réalisés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les partenaires du Mali étaient hier au palais de Koulouba pour présenter leurs vœux au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'occupation illicite des logements sociaux et l'exploitation irrégulière des forêts classées étaient à l'ordre du jour des deux conseils de cabinet présidés par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Les membres du gouvernement ont réfléchi aux questions et ont proposé des solutions. Le dossier du jour s'intéresse à l'histoire de la robe d'avocat et de ses particularités liées à l'éthique et à la déontologie de la profession d'avocat. L'actualité sportive est dominée par les compétitions africaines des clubs. L'AS Real, notre représentante, est en déplacement en RDC où elle affronte ce week-end en phase de poule de la Coupe de la Confédération le TP Mazembe. La problématique des financements des infrastructures en Afrique, c'est le sujet de la chronique du développement du jour. Voilà pour le sommaire. Présentation des vœux au palais de Koulouba. Le président de la transition a reçu hier les vœux des diplomates accrédités au Mali. Ils sont venus réitérer leur engagement à poursuivre leur partenariat avec le Mali, souhaiter la paix et la stabilité. Ces partenaires du Mali se disent impressionnés par l'hospitalité des Maliens et appellent à un front commun pour la lutte contre le terrorisme. Ils ont fait part des progrès pour le retour à l'ordre constitutionnel qui reste une préoccupation majeure. Le président de la transition, en réponse, a rassuré pour la poursuite des objectifs et la consolidation des acquis. Sira Batili pour les précisions. Des diplomates reconnaissants et fascinés par l'hospitalité légendaire des Maliens. Face au président de la transition, il l'exprime de vive voix et sans détour avec une note positive quant à la conduite du processus de transition et au dévouement de ce peuple pour sa souveraineté. Les partenaires du Mali souhaitent le voir stable et apaisé. Abi Chebli, ambassadeur de l'État de Palestine au Mali, doyen du corps diplomatique. Hospitalité légendaire qui est l'identité de peuple vivant de Mali. Certes meurtrier par cette guerre barbare imposée, mais décidé à rester debout comme lui dicte son histoire glorieuse. La lutte contre le terrorisme exige plus d'efforts et d'engagement de notre part. Aucun État ne peut faire face tout seul à cette menace. L'évolution de cette crise sécuritaire démontre suffisamment qu'il s'agit d'une affaire qui ne concerne pas que le Malien et le Mali. Nous apprécions à leur juste valeur la montée en puissance, la détermination et l'engagement des forces armées maliennes dans le maillage sécuritaire des territoires. Confiant donc avec le constat de la voie tracée pour le retour à l'ordre constitutionnel, le doyen du corps diplomatique de poursuivre sur l'adoption de la loi électorale, l'installation des membres de l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections et la finalisation de l'avant-projet de constitution. Le progrès étant dans la diversité des opinions, les diplomates appellent à la recherche des voies et moyens pour l'édifice d'un Mali nouveau, uni et réconcilié. En réponse, le président de la transition a renouvelé ses félicitations aux nouveaux ambassadeurs et représentants des organisations internationales avant de faire cas des défis multiples liés à la bonne marche de l'action publique. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté votre discours qui aborde les aspects importants de l'action publique au Mali, marqué par le saut de la refondation de l'État, du recouvrement progressif de la sécurité aux progrès réalisés par le relèvement économique et social de notre pays, en passant par la mise en œuvre du processus de paix au Mali ainsi que les avancées politiques institutionnelles que vous avez si justement soulignées. Il reste évident que les défis auxquels les Maliens font face sont multiples et complexes. Je m'associe volontiers à votre constat qui établit que la lutte contre le terrorisme appelle à des efforts convergents
y compris la communauté internationale. Dans cette action commune, le Mali demeure déterminé à honorer sa part, toute sa part de l'effort collectif afin de réduire la menace des attaques terroristes et obscurantistes. Les attentes des Maliens sont rappelées par le président de la transition, attentes partagées par les partenaires. Et le colonel Assimi Goïta l'apprécie dans le contexte d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous nous inscrivons dans une dynamique cohérente d'appropriation nationale des initiatives engagées en mettant au centre de l'action publique le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rien de plus, mais rien de moins. C'est bien cela que les Maliennes et les Maliens attendent de leur autorité. Consolidation des acquis et concrétisation des engagements. Le président de la transition rassure quant au retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de l'État dit comprendre l'appel à l'unité qui est plus qu'une nécessité dans le contexte actuel du Mali. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'année 2023 sera celle de la consolidation des acquis politiques et institutionnels enregistrés durant la précédente et conformément à sa démarche consensuelle, participative et inclusive. Le gouvernement travaillera à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles initiées et qui consistent en l'application sans détour de la volonté des Maliennes et des Maliens largement exprimée durant les assises nationales de la refondation. L'ambition de la transition est de mettre en place les bases solides en vue de renforcer le processus démocratique par la consolidation de l'état de droit, de poursuivre les efforts de redressement de l'économie et d'intensifier les actions orientées vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Hommage a été rendu aux victimes civiles et militaires, toutes nationalités confondues, tombées pour le Mali. Sur un autre plan, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé 2 conseils de cabinet consacrés, l'une à l'occupation illicite des logements sociaux et l'autre à l'exploitation irrégulière de nos forêts classées. Les membres du gouvernement ont examiné la situation et ont proposé des pistes de solutions aux problèmes ainsi posés. Le compte-rendu de Aloussene Touré. L'attribution frauduleuse de logements sociaux à des individus et l'occupation anarchique du site des logements sociaux constituent des préoccupations d'importance que le gouvernement voudrait faire cesser. Les discussions ont permis de déterminer des pistes de solutions qui seront examinées par le Conseil des ministres. Brahima Kamena, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le premier problème concerne l'attribution frauduleuse à quelques centaines de nos concitoyens de logements sociaux. Cette attribution frauduleuse, certes, a défrayé la chronique, mais très tôt, nous avons pris les mesures nécessaires, à savoir la poursuite en justice des auteurs et complices de ces attributions. Aujourd'hui, le dossier est pendant devant la justice. Le deuxième problème concerne les constructions illicites sur les sites des logements sociaux. Là, ce sont des autorités, notamment des représentants de l'État, des maires, qui ont effectué des attributions de terrain sur les sites des logements sociaux, des attributions irrégulières. L'autre sujet à l'ordre du jour du Conseil de cabinet est l'occupation et l'exploitation frauduleuse de nos forêts et de nos cours d'eau. Là aussi, le gouvernement a réfléchi à des propositions de solutions à déposer prochainement sur la table du Conseil des ministres. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous avons constaté ces derniers temps que des étrangers venus d'ailleurs et en complicité avec des Maliens prennent en otage nos forêts et avec des équipements sophistiqués, des équipements, des pelles mécaniques, des chargeurs pour la recherche d'or. Ensemble, nous avons décidé de mettre en place un comité interministériel composé des juristes de ces différents ministères afin que très rapidement nous puissions revoir nos textes et qu'un décret approprié puisse être pris pour que plus que jamais nous puissions accepter à ces conditions-là. Ces 2 sessions permettront à coup sûr de mettre sur pied une législation ou du moins d'améliorer les textes en vigueur en matière de répression de la violation de nos espaces publics. Les travaux du mini-sommet Mali-Guinée-Burkina Faso se sont tenus hier à Ouagadougou, Burkina Faso.
Le sommet a été marqué par plusieurs rencontres de haut niveau et une audience à la présidence du Faso. Pour les travaux seront donc sanctionnés par une déclaration commune des 3 ministres maliens, guinéens et burkinabés. De Ouagadougou, le compte-rendu de la journée avec nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Brahima Koulibaly. C'est une journée bien remplie pour les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Une journée marquée par plusieurs rencontres de haut niveau avec à la clé une audience à la présidence du Faso avec le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Si les ministres à leur sortie d'audience n'ont pas voulu s'exprimer devant la presse, c'est par une déclaration commune des chefs de la diplomatie des 3 pays que les travaux du mini-sommet Mali-Guinée-Burkina Faso ont pris fin. Tôt dans la matinée, une première séance de travail a réuni les 3 délégations au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. S'en sont suivis d'autres rencontres. À noter que la rencontre tripartite Mali-Guinée-Burkina Faso entre dans le cadre des consultations politiques sur des sujets d'intérêt commun. Il s'agissait notamment, selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, de resserrer les liens de fraternité et de solidarité qui unissent les 3 pays conformément à la volonté de leurs chefs d'État respectifs. Ouagadougou, Brahima Koulibaly, Dougou Fana Traoré pour l'ORTM. On en vient au dossier du jour. Le dossier du jour qui s'intéresse à la robe d'avocat, encore appelée toge, dans l'exercice de leur fonction. Eh bien, les avocats portent tous, sans exception, la robe noire. Cela pour assurer la défense de leurs clients devant les juridictions. Eh bien, cette robe noire a son histoire. Elle a aussi des particularités liées à l'éthique et à la déontologie de la profession d'avocat. Pour en savoir davantage, Aliou Abdoulaye s'est intéressé au sujet. Si l'habit ne fait pas le moine s'identifie très vite par l'habit. Tout comme dans les cours et tribunaux, les avocats s'identifient par leur robe. La robe de l'avocat, Maître Mohamed Goueta, la porte depuis 16 ans. Et je porte la robe d'avocat depuis 16 ans. Et j'ai prêté serment en octobre 2006. Et depuis, je pratique cette belle et honorable profession. Alors, on se pose la question sur le sens de la profession. Les explications de Maître Magandjalo sont sans équivoque. Un avocat, si vous voulez, c'est un juriste, un professionnel du droit dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, de représenter, d'assister et de défendre ses clients qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales devant les juridictions en plaidant pour faire valoir leurs droits. Justement, c'est dans le cadre de ces activités-là que l'avocat est amené à porter ce qu'on appelle la robe d'avocat. La robe d'avocat, autrement appelée toge d'avocat. Et cette robe a bien une histoire, comme nous l'expliquent Maître Magandjalo et Maître Mohamed Goueta, tous avocats. La robe d'avocat a effectivement une histoire. Moyen âge, pour la première fois, la robe d'avocat a fait son apparition au niveau des gens de l'église, comme on dit, si vous voulez, les clergés. Parce qu'ils étaient considérés comme étant des sachants, des lettrés, qui pouvaient effectivement défendre les gens, défendre la cause des gens devant les juridictions. Donc, ces gens-là, ils portent la soutane noire, qui ressemble fort étrangement d'ailleurs à la robe d'avocat. Donc, ça a commencé par cette soutane. Une soutane noire qui comportait 33 boutons à la référence de l'âge de la mort du Christ. La soutane, appelée robe d'avocat, à l'époque, avait une longue traîne qui se déployait lors des cérémonies. Ça permettait à ceux qui suivaient le juge de ne pas trop s'approcher, au risque de marcher sur la traîne et de trébucher. Au-delà de son caractère historique, la robe d'avocat présente quelques particularités selon les professionnels. Maître Mohamed Goueta est avocat. Les particularités d'une robe d'avocat se trouvent essentiellement dans sa couleur. Parce que depuis le Moyen-Âge, la couleur de la soutane était noire et la robe d'avocat a gardé cette couleur noire. Ensuite, elle a des manches larges avec un revêtement en soie noire, en soie. Et c'est vrai, aujourd'hui, elle n'a pas 33 boutons comme fermeture. En tout et pour tout, elle n'a que 21 boutons. Donc, la robe comporte un rabat aussi, qui a de couleur blanche et plissée. Elle comporte aussi une épitoge. Une épitoge, c'est 2 brins de tissu fixés à l'épaule gauche de la robe. Et aux 2 extrémités, il y a une fourrure blanche.
Si le port de la robe d'avocat relève de la coutume et de la tradition, au Mali, elle est une obligation selon des dispositions textuelles et réglementaires. Maître Magan Diallo nous explique. Dans le cadre national, le règlement intérieur du barreau du Mali, qui date du 17 juillet 1995, aussi précise que l'avocat doit être en robe. L'avocat doit se présenter devant le juge en robe ou devant les juridictions. Cette exigence, si vous voulez, est prévue par le règlement numéro 5 de 2014 de l'UOMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UOMOA. Cependant, il convient de retenir une précision importante. Entre la robe d'avocat et celle du magistrat, il existe une différence. Maître Magan Diallo est avocat. L'avocat a toujours porté la robe noire dans toutes les circonstances. Il n'y a pas de changement. C'est pourquoi d'ailleurs je l'ai dit, l'avocat est appelé les hommes en noir. Contrairement par exemple aux juges, souvent dans certaines audiences, les juges, la robe de couleur rouge. Et très généralement c'est lors des assises ou des audiences solennelles et autres. Et le magistrat peut être amené à porter une autre couleur. Le magistrat porte des robes en noir dans certaines circonstances, par exemple lors des audiences civiles où le magistrat porte une robe, mais c'est une robe en noir. La robe d'avocat est seulement portée dans les juridictions, mais de façon exceptionnelle, elle peut être admise hors des tribunaux, comme nous l'explique Maître Magan Diallo, avocat. Notamment lors des obsèques, par exemple, d'un confrère, les avocats peuvent se mettre en robe. Et aussi, lors d'une prestation de serment, ce qui est bien possible aussi, l'avocat peut être en robe, et même les manifestations. Donc, à chaque fois qu'il y a des grèves, les avocats peuvent sortir en robe et gréver. Ça, c'est des situations exceptionnelles. En somme, la robe est plus qu'un costume pour l'avocat. Elle lui permet de se sentir investir d'un pouvoir légal pour assurer la défense d'un client. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, plusieurs proches de Guillaume Soro sont jugés cette semaine à la cour d'appel d'Abidjan pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors du retour avorté de leur mentor en Côte d'Ivoire en 2019. Guillaume Soro avait été condamné par contumace à la perpétuité en 2021 et ses proches et collaborateurs jusqu'à 20 ans de prison. Les accusés ont déjà été entendus ces derniers jours. Hier, c'était au tour du réquisitoire et des plaidoiries. Le président kenyan William Ruto a reçu hier son homologue érythréen Assayas Afewerki en visite depuis mercredi à Nairobi. À l'issue de leur tête-à-tête, les deux présidents ont annoncé une série de mesures pour confirmer leur rapprochement. Suspension des visas entre les deux pays, ouverture prochaine par le Kenya d'une représentation à Asmara, coopération économique renforcée dans nombreux domaines de l'exploitation minière au transport aérien. Voici ce qui a été annoncé à Nairobi depuis son élection. William Ruto travaille à normaliser la place de l'Érythrée dans le jeu diplomatique régional. Luiz Inácio Lula da Silva à la Maison-Blanche, le président brésilien est reçu par Joe Biden ce vendredi. Il sera avant tout question de solidarité face aux attaques contre la démocratie. Le 9 janvier dernier, après l'attaque des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro contre le Parlement à Brasilia, Joe Biden appelait son homologue Lula pour l'assurer de sa solidarité et l'inviter à Washington. Un mois plus tard, Lula arrive. C'est le message principal de cette visite, la solidarité entre les démocraties et qui ont connu le même type de menaces et d'événements. Au-delà de ce symbole fort, de ce message politique partagé, les deux hommes discuteront aussi des préoccupations environnementales. Lula a décidé de lutter contre la déforestation en Amazonie et contre l'orpaillage sauvage. Il cherche du soutien et espère en trouver auprès de Joe Biden. La paille des sports, c'est tout de suite. L'actualité est dominée par la phase de poule des compétitions africaines des clubs. Par ailleurs, la 11e journée du championnat national de Ligue 1 démarre cet après-midi. La paille des sports, c'est avec Salif Ouedraogo. 11e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi cet après-midi avec deux rencontres. Le choc du jour mettra aux prises à 16h l'association sportive de Krofina, 4e au classement avec 16 points, et le Gueliba AC, leader avec 22 points. Le duel des promis suivra ensuite à 18h. Binga FC 8e,
13 points, accueille l'Union sportive de Bougouni, 3e, 17 points. 2 autres rencontres seront au programme samedi. Au Stade Modibo Keïta, Afrique Football Elite AFE joue contre le Stade malien de Bamako. À Baraouli, l'AS Bakarigan va en découdre avec les 11 créateurs de Nyarila. La rencontre AS Real Union Sportive du Cercle de Kita, prévue pour ce samedi, devrait être reportée à une date ultérieure en raison du déplacement de l'AS Real en République démocratique du Congo pour la Coupe CAF. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la première journée des matchs de poule. Fin du match de la 11e journée avec les affiches USFAS Soobé et AS Police Guélin Olympique. Les compétitions africaines des clubs débutent ce week-end. D'abord en Coupe de la Confédération. Le Real de Bamako se trouve présentement en République démocratique du Congo pour affronter les Corbeaux du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi ce dimanche. Quelques rencontres phares sont également attendues. ASEC Mimosa d'Aren Club Motema PB, USM d'Alger, Saint-Lois Lupopo de notre compatriote Mohamed Magasouba. En Ligue des Champions, la première journée de la phase de poule sera également à l'honneur ce week-end. 6 matchs seront au programme. Le champion en titre Wydad Athletic Club et le finaliste de la saison dernière à la Ligue n'entreront pas en lice ce week-end en raison de leur participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui se déroule au Maroc. La première grosse affiche est dès ce vendredi en ouverture. Le quintuple champion, le Zamalek du Caire et le Ser Belouizdad d'Algérie s'affrontent dans un derby nord-africain. Le second match de ce vendredi oppose Pedro Luanda d'Angola et la GES Kabylie d'Algérie. De l'autre côté de la frontière marocaine, le Raja Club Athlétique joue contre les novices des Vipers FC d'Ouganda. En Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns entame sa nouvelle campagne africaine contre Al-Hilal du Soudan. El Merreikh sera également à l'extérieur pour affronter l'Espérance de Tunis. Une nouvelle pour terminer. Déjà privé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait faire sans une de ses stars pour la réception du Bayern Munich lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En effet, Lionel Messi serait incertain pour ce choc après avoir été touché contre Marseille lors de la Coupe de France. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la problématique de financement des infrastructures en Afrique. Selon les dernières statistiques, le déficit de financement des infrastructures en Afrique se chiffre à environ 200 milliards de dollars par an. Comment et où trouver ces fonds? Les dirigeants du continent s'étaient réunis à Dakar pour convenir d'un mécanisme de financement. Les détails dans ce numéro avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le financement des infrastructures est une question majeure de développement en Afrique. Cela est d'autant plus vrai que notre continent reste le moins nanti en matière d'infrastructures qui soient à même de booster son développement. Alors, quel rapport y a-t-il entre les infrastructures d'un pays et son niveau de développement? Écoutez Modibo Mahamadou, économiste. La question des infrastructures est éminemment importante. Elle est stratégique et même névralgique, dans le sens où, vous savez, il y a une corrélation positive entre les infrastructures qu'un pays possède et son produit intérieur brut. C'est-à-dire, plus vous avez les infrastructures qui augmentent dans un pays, plus son activité économique croît, plus son revenu national croît, et donc le PIB croît. Et malheureusement, un déficit assez important qu'on constate au niveau de l'Afrique, qui est le continent le moins doté en infrastructures. Et évidemment, nous pensons qu'il va falloir financer ces infrastructures qui nécessitent des investissements à long terme, donc des ressources longues. Conscients du retard accusé par le continent dans ces domaines, ces dirigeants se sont retrouvés à Dakar au début de ce mois de février à la faveur d'un sommet autour du thème « Maintenir l'élan vers des infrastructures de classe mondiale en Afrique ». Il y a le programme de développement des infrastructures en Afrique qui avait été mis en place en 2010. On appelle ça le PIDA. La première génération, c'était 2011-2020. Et maintenant, la seconde génération, il y a eu les projets
prioritaires qui ont été quand même choisis. Il s'agit de 69 projets pour un financement total de 160 milliards de dollars US. Un dollar US fait 607 francs CFA pour le moment. Et l'idée, c'était que les décideurs, c'est-à-dire les autorités politiques, mais aussi les institutions de financement aussi africaines et les partenaires au développement, ainsi que le secteur privé africain, émettent des solutions par rapport à ce financement. En 2012, l'Afrique au sud du Sahara, qui avait reçu quand même 15 milliards et demi de dollars d'investissement étrangers, mais tenez-vous bien, en 2020, on n'a eu que 5 milliards de dollars. Il va falloir que maintenant, nous comptions sur nos propres forces et sur nos propres ressources. Le financement des infrastructures en Afrique se fera à travers les communautés économiques sous-régionales. Il va concerner 4 secteurs: l'énergie, les transports, les ressources en eau transfrontalières et les technologies de l'information et de la communication. En clair, il s'agit des financements lourds à moyen et long terme qui ne peuvent être assurés qu'à travers un mécanisme endogène à l'échelle du continent. Modibo Maoumakalou, économiste. Ces infrastructures-là sont sous-régionales. Et vous savez, l'Afrique est divisée en 5 communautés économiques régionales au sein de l'Union africaine. Donc, ce sont ce genre de projets dans 4 secteurs. Et donc, c'est pour combler ce déficit, parce que la Banque africaine de développement en 2018 avait déjà estimé que le déficit au niveau du financement des infrastructures se situait dans une fourchette de 130 milliards de dollars à 170 milliards de dollars. Mais nous avons actualisé ce montant actuellement qui se situe à 200 milliards de dollars par an. L'énergie occupe quand même au moins 130 à 150 milliards au niveau de ce manque de financement, et que les réseaux électriques, à eux seuls, peuvent aller un peu jusqu'à 80 milliards de dollars. Il s'agit non seulement de trouver les financements des ressources longues en Afrique. Par exemple, vous savez, le Fonds de solidarité africain qui se trouve à Niamey, qui est un institut multilatéral de financement, octroie des garanties. Si vous prenez le fonds de pension de l'Afrique du Sud, c'est le fonds de pension qui est le plus large en Afrique. Et à lui seul, il gère 500 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de 98% des pays africains. Mais il ne finance pas d'activités dans les autres pays. Parce que, vous savez, avec les obligations souveraines, c'est-à-dire les bons du Trésor et autres, ceux qui possèdent les ressources longues préfèrent investir dans des secteurs où les actifs sont plus liquides et les risques moins élevés. Mais si vous financez l'infrastructure, il faut compter 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 50 ans plus. Parce que l'infrastructure, c'est le moyen et le long terme. Et vous ne pouvez pas prendre les ressources des banques commerciales qui sont à court terme pour financer des investissements à long terme. Donc c'est un peu cela l'idée. Et il faut que ces risques-là soient amoindris. Et c'est la volonté politique qui peut faire cela. Parce que si les Africains même ne financent pas leurs investissements, je ne pense pas que les investisseurs étrangers le feront à notre place. En définitive, l'Afrique doit elle-même assurer le financement de son développement. Voilà pourquoi le sommet de Dakar trouve toute sa justification dans la recherche des solutions à cette problématique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly, présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous retrouverez ce journal sur www.ortm.ml sur nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.